Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur Média TV. Nous sommes dans le débrief et aujourd'hui nous parlerons de santé en Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps, les soins privés en Côte d'Ivoire connaissent une hausse substantielle des tarifs suite à l'entrée en vigueur des barèmes et honoraires et tarifs des actes médicaux de 1998 dans les cliniques. La loi était entrée en vigueur en juin 2018, mais en août, elle a été suspendue par le ministre. Les associations de médecins privés, associations de cliniques ont décidé alors de faire bloc pour défendre leurs intérêts et finalement, la loi est entrée en vigueur ce 1er janvier 2019. Des augmentations, pas forcément du goût des populations, mais une nécessité pour les professionnels de la santé. Comment comprendre cette augmentation des tarifs? Quel dispositif pour accompagner cette loi et comment les populations accueillent cette décision et surtout, quels seront les impacts à venir? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Dr Joseph Boguifo, président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bienvenue, docteur. Merci. Et avec nous sur ce plateau, nous recevons aussi Marus Komoé, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu. Merci. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Mais déjà, nous allons commencer avec vous, docteur Joseph Boguifo. Cette loi qui met en avant l'augmentation de ces tarifs, qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette loi? Merci pour la question, mais je crois qu'il y a quand même quelques précisions à faire. D'abord, il ne s'agit pas d'une augmentation de tarifs. C'est important qu'on insiste dessus. Les tarifs sont connus depuis 1998. Les tarifs sont connus, les tarifs sont appliqués, parce qu'il y a des structures qui l'appliquent, vous avez des médecins qui l'appliquent. Donc pour nous, ce n'est pas une augmentation. Ce que nous demandons simplement, conformément à la loi qui régit l'exercice médical dans le monde entier, dans le Côte d'Ivoire, qu'il y ait une harmonisation de ces tarifs sur tout le territoire national. Vous ne pouvez pas faire un acte de médecine générale, je dis n'importe quoi, à 14 000 francs CFA, qui est le coût des honoraires appliqués en Côte d'Ivoire, et puis quelqu'un d'autre, un autre médecin le fait à 8 000. Il faut comprendre que la médecine n'est pas un commerce. On n'a pas le droit de faire du dumping. Si nous voulons protéger la santé de nos malades, nous sommes obligés de faire en sorte que tout le monde respecte les tests. Je ne peux pas attirer un patient en jouant sur le coût des prestations. J'attire un patient par ma compétence et mon expertise. C'est ce que nous dit la loi. Et ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une harmonisation des tarifs. Donc, il n'y a pas une question d'augmentation des tarifs. Il est important qu'on le souligne pour nous. Parce que ça faisait comme si on arrivait là maintenant et qu'on décide en 2018 d'augmenter. Non. Donc la loi a été prise déjà depuis 1998, mais c'est son application qui faisait défaut. Effectivement. Mais alors, président Marus Komoé, en tant que consommateur, vous déjà, comment vous appréciez cette mise en application de cette loi-là? Toujours, comme toute organisation de défense des droits de ses membres, nous accueillons une telle information, que dis-je, une telle nouvelle avec beaucoup d'appréhension. D'abord, beaucoup de scepticisme, d'angoisse, de mécontentement exprimé, mais surtout eu égard à la situation qui prévaut au niveau national en termes de moyens dont disposent au plan financier les usagers des services publics de santé. Alors, nous sommes dans un contexte de santé privée, de médecine privée, et il est très clair que dans un État, il est bien évident et bien indiqué que les choses ne doivent fonctionner selon la volonté des uns et des autres au détriment des règles qui sont établies par l'État. À la matière, nous constatons que la mesure prise et qui rentre en vigueur l'a été depuis 1998. Le barème qui tend à l'augmentation, à l'uniformisation des tarifs au niveau des cliniques privées a été décidé depuis 1998, au risque de me répéter. Et son application advient qu'en 2019, plus de 20 ans après, disons 21 ans plus exactement après. Nous ne comprenons pas. Alors, vous l'avez dit tantôt, pourquoi avoir mis tant de temps pour pouvoir appliquer cette mesure? Certainement parce que l'État le sait très bien et les organisations ainsi que les acteurs des secteurs des cliniques privées le savent pertinemment que la situation financière de l'Ivoirien est délétère à
tous les niveaux. Et donc, la mise en application d'une telle mesure suscitera, n'en point douter, mécontentement et angoisse au sein des populations. Et c'est ce que nous sommes là pour exprimer. D'accord. Mais docteur Joseph Boguifo, on sait déjà que cette loi, déjà 20 ans avant d'être mise en application, qu'est-ce qui a empêché cette loi-là d'être mise en application dès le début? Et puis, on a vu ce petit épisode. En juin 2018, la loi est appliquée. En août 2018, la loi est suspendue. Et ce 1er janvier 2019, on revient encore à l'application de la loi. Quels ont été les freins à l'application de cette loi? Vous voyez, malheureusement, c'est le même scénario que nous vivons depuis 1998 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes des entreprises. Les cliniques sont des entreprises. Et comme toute entreprise, elles sont soumises aux mêmes lois de gestion qu'une entreprise. Lorsque votre charge augmente, vous devez vous adapter de manière à pouvoir faire une petite frange de bénéfices pour assurer votre survie. C'est une obligation économique, une obligation de gestion. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que nous savons tous très bien qu'en 1994, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Lors de cette dévaluation du franc CFA, pour éviter justement qu'il y ait un désordre social, l'État a pris toute une série de mesures énergiques et la santé a été bloquée. Tout le monde a pu adapter ses coûts, sauf le secteur de la santé. Le secteur de la santé n'a été libéré qu'en 1997, il y a eu une décision qui a libéré la libéralisation justement des tarifs. C'est en ce moment que nous avons commencé à discuter avec tous les partenaires pour mettre en place une tarification qui soit une tarification consensuelle et appliquée par tous. C'est ce que nous avons appelé la tarification de 1998. Il y a un autre élément maintenant qui va rentrer dans la danse. Il faut savoir qu'avant, lorsque vous étiez malade, vous alliez voir votre médecin, mais vous êtes dans une clinique, vous payez vos actes de soins. Et ils allaient vous faire rembourser après par votre assurance. On a été contacté à l'époque par justement les sociétés qui font ce qu'on appelle la couverture maladie pour tomber d'accord sur ce qu'il y a un tiers payeur. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand vous venez chez moi, vous ne payez pas. C'est le tiers payeur qui paye pour vous. Ceci pour faciliter votre accès aux soins, faciliter aussi tout ce qu'il y a comme urgence et imprévu dans le système de santé. Nous avons accepté de faire jouer le jeu du tiers payeur. Et le problème se pose, pourquoi ça n'a pas encore été appliqué, c'est parce que le tiers payeur ne joue pas son rôle. Le tiers payeur, lui, se refuse d'entrer dans la danse, quoique tout est discuté avec lui. En 1998, nous avons discuté des tarifs des actes médicaux. Nous avons tout assuré avec le tiers payeur. En 1998, on a fait. Maintenant, c'était impossible de l'appliquer parce qu'au moment de l'appliquer, le tiers payeur n'a pas voulu jouer son jeu et il a continué, lui, de vouloir payer les anciens tarifs qui demeuraient. Alors, je vais vous arrêter ici une minute. Oui. On parle du tiers payeur. Oui. Est-ce que vous pouvez être plus Alors, explicite? C'est qui le tiers payeur? Le tiers payeur, c'est celui qui dit, moi je viens, c'est un peu ici, vous avez les mutuelles de santé, vous avez les assureurs qui font la couverture maladie et ce qu'on appelle les sociétés autofinancées. Voilà le tiers payeur. C'est comme votre voiture, lorsque vous avez un accident, ce n'est pas vous qui payez. Vous êtes assuré, l'assureur va aller payer vos frais. Mais cette fois-ci, au lieu que ça se fasse avec du matériel, ça se fait sur la santé. Voilà. Et le problème demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des structures de santé? Vous savez, il y a une composante sociale qui fait que nous demeurons tous sensibles. M. Marius Komwe a souligné le fait que la population n'est pas contente, il y a les coûts supplémentaires, etc. Nous sommes conscients, justement, de notre devoir de dollar de médecin vis-à-vis du malade, qui a fait que nous avons accepté pendant quelque temps de favoriser l'accès des malades dans le sein des structures privées, malgré justement qu'on appelle ça, malgré les décisions qu'on avait prises des tarifs de 98 avec les anciens tarifs. Nous l'avons accepté. Et il est arrivé un moment où l'État est rentré dans la danse. Donc, il y a les cliniques privées, il y a vous, les professionnels de la santé, il y a le tiers payeur et il y a les malades. Vous avez trois acteurs. Les malades. Il y en a sinon 4 acteurs. Il est malade. Vous avez maintenant, je vais revenir sur un maillon essentiel de ce système-là dont vous venez de parler, le tiers payeur. Ouais. Le tiers payeur, ça fait ressortir ici la qualité d'assureur, de mutuelle. Exactement. Mais quand on sait par exemple que la population ivoirienne, c'est vrai qu'on griffe l'assurance maladie universelle,
est en train de se déployer. On sait qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas encore couverts par l'assurance. Comment vous jugez ça? Est-ce que vous pensez qu'il faille mettre des politiques d'accompagnement à ces décisions-là? Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas couverts par les assurances, par ce fameux tiers payeur. Pourquoi nous appelons de tous nos voeux donc l'avènement de la couverture maladie universelle? C'est justement pour corriger cette donne. Parce qu'à l'évidence et à l'analyse des statistiques le démontrent aisément, plus de la moitié des populations n'a jamais souscrit à une assurance. Des familles tout entières vivent au jour le jour en allant voir des médecins, mais des médecins des hôpitaux publics. Rares sont les populations qui vont vers les cliniques privées. Pour y aller, il va falloir donc disposer de moyens adéquats. Et pour la plupart du temps, c'est des gens dont le pouvoir d'achat est hautement plus réduisant que le citoyen lambda, que le consommateur, que le citoyen ivoirien lambda. Un jeune fonctionnaire qui a environ 200 000, 300 000 mensuels comme salaire, pour ne pas dire même 100 000 comme salaire, ne pourra jamais se prétendre aller vers les cliniques privées. Pour y aller, c'est de gros moyens. Parce qu'en fait, le médecin privé, il a dit tantôt, ne fait pas de la médecine, devrait pas faire de la médecine un moyen de commerce. Mais le cas sur le terrain, la réalité sur le terrain est tout autre. Beaucoup de leurs confrères, beaucoup de personnes qui viennent donc à la médecine privée font de la médecine privée un moyen de commerce évident. Il faut donc changer la donne. Et ça, je pense qu'en tant que premier responsable des cliniques privées de Côte d'Ivoire, le docteur Bodjifo et toute son équipe ont un rôle prépondérant à jouer en accompagnant l'État à réguler le secteur. C'est important. Pour nous, Organisation de défense des droits et des consommateurs, nous restons toujours dans notre logique de protéger l'intérêt de l'usager des santé, qu'il soit de la santé publique ou de la santé privée, peu importe, pourvu qu'il soit un malade qui va vers un spécialiste de la santé, nous avons l'obligation de veiller donc à la protection de ses droits. Or, nous constatons en la matière, au niveau des secteurs privés de santé, que si l'on ne le dit pas assez, mais nous pouvons le dire aujourd'hui, qu'une violation des droits à la santé de l'usager sont bel et bien mises en œuvre avec justement l'application de ce barème de tarifs qui, ma foi, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une violation des droits à la santé, le terme est un peu fort. Docteur Joseph Bodjifo, est-ce que vous partagez cela? Non, je pense que, écoutez, nous comprenons très bien ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis que le sacrifice, c'est nous qui le faisons. Hein. Ça fait 20 ans que nous faisons ce sacrifice, n'oubliez pas. Vous avez quatre acteurs sur le terrain. Vous avez l'État, vous avez les sociétés qui font la couverture maladie, les assureurs autres, vous avez les malades, et vous avez les cliniques privées de Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans que le seul acteur parmi les quatre qui joue le jeu, qui fait des sacrifices, c'est qui? C'est les cliniques privées de Côte d'Ivoire. Nous sommes les seuls. Je vous ai dit qu'en 1994, il y a eu une augmentation des coûts à 100%. On n'a rien augmenté du tout. On est arrivé en 98. Nous avons discuté de coûts pour pouvoir quand même survivre comme tout le monde. C'est une question de survie. Nous adapter, continuer de permettre à la population de venir aux soins. Impossible d'appliquer ces coûts-là. 20 ans après, vous êtes d'accord avec moi que ces coûts sont plus valables, c'est caduque. Donc, normalement, c'est pour vous dire que normalement, en 2018, on ne devait même pas être en train de vous parler des coûts de choses de 1998, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi nous l'avons décidé? C'est simplement parce que ces coûts sont connus depuis 1998. Au moins qu'on l'applique, qu'il y ait un petit tremplin. Alors, au moins justement, oui. Ces coûts qui sont connus depuis 1998, comment vous fixez ces coûts? Oui, en fait, il faut comprendre qu'il s'agit des honoraires des médecins. Les honoraires médecins, c'est quoi? Les honoraires des médecins, c'est simplement la rétribution qu'on donne à un médecin qui va, à partir de son savoir, qu'il va exercer sur un malade. La loi dit quoi? La loi dit que ces honoraires-là sont fixés par des organisations professionnelles reconnues, c'est-à-dire le syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire et l'association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Et la loi nous dit que lorsque nous avons fixé nos tarifs, nous avons, comme eux, ils ont un conseil supérieur, nous avons un organe supérieur qui veille à ce que toutes les lois qui régissent le secteur privé de la santé soient respectées, le secteur de la santé soit respecté
c'est le Conseil national de l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Nous transmettons justement toutes nos doléances auprès du Conseil national qui l'analyse pour voir si c'est pertinent, si ça répond donc au texte, etc. et qui le valide. Et la loi nous dit que lorsque le Conseil national des médecins l'a validé, ça s'impose sur tout le territoire national à tout le monde. Le Conseil national l'a validé, l'a analysé, l'a validé, a fait une note officielle pour l'informer, l'a publié officiellement dans les journaux en 1998. Jusqu'en 2019, c'est maintenant qu'on l'applique. Vous comprenez? Donc, comme je vous dis, ce sont nos honoraires. Voilà comment ces honoraires sont fixés. Et comme je vous dis aussi, partant de là, nous qui sommes les praticiens sur le terrain, nous avons sciemment décidé d'entamer une discussion constante avec les autres partis. Vous comprenez? Mais je suis désolé, aujourd'hui, c'est plus gérable. C'est très simple à comprendre. Vous avez aujourd'hui beaucoup de cliniques qui ont fermé. C'est très simple. Beaucoup de cliniques ont fermé. Beaucoup de cliniques ont déjà fermé. Ensuite, vous avez beaucoup de cliniques qui se sont rachetées. Vous avez des médecins qui vont faire autre chose. Ils préfèrent aller vendre des cacahuètes que de continuer de faire de la médecine. Qu'est-ce qu'on veut? Nous devons tous être responsables et prendre des choix responsables. Faire les choix responsables pour avoir un système de santé efficace. Vous savez, c'est très simple. Moi, docteur Boguifo, j'ai ma clinique. Je ne suis pas obligé de faire du tiers payeur. Je ne suis pas obligé. Ce n'est pas une loi. C'est une faveur que le secteur privé a décidé de faire à la population pour lui permettre d'avoir accès à ces soins. Mais si elle doit payer le prix fort, le secteur privé va arrêter de faire cette faveur. Mais justement, là, je vais vous arrêter parce qu'on parle des augmentations des coûts des soins de santé dans le secteur privé. L'État qui met en application cette mesure-là, quand elle sait qu'il y aura des laissés pour compte sur le chemin, est-ce qu'en dehors de ça, l'État fait en sorte, de développer la médecine publique? Ben là est le bas blesse, justement. Il faut aujourd'hui que l'État sache exactement ce qu'il a comme programme de développement du système de santé en Côte d'Ivoire. Quelle est la politique nationale de développement du système de santé? Là est une préoccupation majeure. Il faut aujourd'hui faire asseoir tous les acteurs du secteur du monde de la santé et définir les contextes d'une véritable politique nationale de santé qui prend en compte les préoccupations non seulement des acteurs du secteur, c'est-à-dire les médecins et tout le personnel du monde de la santé, ensuite les patients qui ne sont autres que les usagers des services publics, ensuite les organisations professionnelles, que dis-je, les mutuelles, les assureurs, tous les acteurs, sans exception, doivent pouvoir s'asseoir en face de l'État pour définir un nouveau contexte. Regardez par exemple un barème qui date depuis 1998, on les dépoussière en 2019 parce que tout simplement, les acteurs du secteur des cliniques privées en ont jusque-là et n'arrivent plus à voir le bout du tunnel, dans la mesure... Et vous n'avez pas été associé aux réflexions, non, du tout. aux préparations de tout cela? En tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs et première instance de décision des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, nous n'avons ni de près, ni de loin été associés. Je sais bien que cela était dans les perspectives de l'organisation des cliniques privées de Côte d'Ivoire de nous rencontrer lorsque l'État, justement, les a appelés à surseoir à leur initiative. Donc, nous restons très disponibles et disposés pour la concertation. Parce que tout ce qui touchera ou tout ce qui violera, à n'en point douter, les droits du consommateur ou alors mettra à mal le bien-être des populations en matière de santé sera bel et bien combattu par notre organisation. Alors, Dr Joseph Boguifo, tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'il y a certaines cliniques qui appliquaient des coûts assez en dessous du coût normal qui devait être appliqué depuis 1998. Mais déjà, vous, au sein de votre association, de votre corporation, comment est-ce que vous réguliez ce fait déjà? En fait, le problème est un peu plus complexe que ça. Il faut savoir que, comme on dit, il y en a qui voient la santé comme un business. Il faut le dire. Il faut appeler un chat un chat. Moi, je vous dis, écoutez, on tombe d'accord, on discute. On décide de faire la consultation du médecin généraliste à 15 000 francs. On décide, vous et moi, vous êtes l'assureur, moi je suis le praticien, on tombe d'accord dessus. Au moment d'appliquer, vous dites non, moi,
on est tombé d'accord, mais moi, je continue d'appliquer les 12 000 ou bien les 11 000 d'avant. Première situation qui est anormale. Parce que nous avons discuté sur des bases concrètes. Deuxième problème, vous avez notre groupe qui vient derrière, qui dit, moi, même votre 11 000 là, ça ne va pas, moi, mes cotisants sont des faibles cotisants, ils n'ont pas beaucoup d'argent, cassez encore vos prix. Moi, si ce n'est pas 8 000, ben, je ne peux pas venir chez vous. Et puis, tac, on arrive à 8 000. Et un qui vient vous dire, non, je suis en sérieux, moi, je suis une association, on arrive à 6 000. C'est grave. Je suis désolé de vous le dire, c'est grave. Il y a du chantage en bas, qui font que vous avez des cliniques qui se trouvent dans des zones qui disent que, bon, moi, si je ne cède pas à leur chantage, je vais fermer parce que je n'aurai pas de malade. Du chantage de qui? Des tiers payeurs. Je vous l'ai dit toujours, il y a celui qui paye. Ça peut être une mutuelle, ça peut être une assurance, mais c'est celui qui paye. Vous savez, il faut mettre... pour moi, il n'y a même pas de problème de discussion. C'est clair qu'il y a un seul qui fait le sacrifice. Tout le monde le voit. C'est les cliniques. Pourquoi les autres ne jouent pas leur jeu? Ils doivent jouer leur rôle. Quand vous allez à la banque, parce que je vous ai dit, en plus que nous, c'est des prêts que nous faisons. C'est des prêts. Quand vous allez à la banque et la banque vous fait un prêt, je suis désolé, vous ne payez pas votre prêt, qu'on appelle ça. Il y a des sanctions, il y a des pénalités, etc. Mais ça ne se passe pas comme ça au niveau de la santé. Pourquoi Je vais justement vous dire simplement d'abord que c'est des prêts que nous faisons. Ensuite, l'autre problème qu'il faut souligner, c'est que le secteur de la santé a connu beaucoup de problèmes. Vous savez bien que notre pays a eu une guerre qui a fait qu'aujourd'hui, tout le système public s'est pratiquement totalement dégradé. En plus de ça, vous avez eu des mouvements des gens du nord, du centre, tout ça, vers Abidjan, qui ont installé des structures. Nous avons saisi officiellement l'Union européenne pour lui faire une étude. Pour voir quelle est l'étude sur le secteur, sur l'environnement des affaires du secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire. Ils ont fait l'étude. Vous savez ce que l'étude démontre? Qu'il y a 70% de structures qui sont illégalement installées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. 70%. 70% de structures. C'est un scandale. C'est grave. Ça, nous l'avons souligné 1000 fois auprès de nos autorités. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons tous décider de ce que nous voulons faire de la santé dans notre pays, prendre les mesures rigoureuses qui s'imposent pour atteindre nos objectifs et sauver la santé des Ivoiriens. Justement, à vous entendre, il y a une petite question qui me perturbe un peu. Vous dites par exemple, le tiers payeur, cet acteur clé qui est dans l'ombre quand même, qui influence les coûts, lorsqu'il s'agit de remettre la loi de 1998 à jour, pourquoi ne pas redéfinir le cadre de cette loi-là, redéfinir le cadre de le rôle du tiers payeur, le circonscrire dans un canevas bien précis et remettre cette loi-là à jour? Il faut d'abord que les acteurs acceptent de jouer le jeu. C'est la première des choses. Lorsqu'on s'assoit et qu'on discute, que chacun assume ses responsabilités. Il faut que l'État joue sa partition. Parce que nous avons signalé à l'État qu'il y a 70% de structures illégales. Nous sommes allés même leur déposer une liste. Mais nous n'avons pas de pouvoir de police. Nous ne pouvons pas aller nous mettre de l'ordre dans le secteur de la santé. Nous ne pouvons faire que dénoncer. Donc, pour vous dire simplement, il faut que chacun joue pleinement son rôle. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il est trop facile de dire, ouais, les médecins font ceci, les cliniques font ceci, les cliniques augmentent. Monsieur, je suis désolé, vous n'accepterez pas qu'on bloque votre salaire pendant 20 ans? Non, vous n'accepterez pas. Nous n'accepterons pas cela. Ben, alors, pourquoi vous voulez qu'on l'accepte pour les honoraires de nos médecins? Pourquoi vous voulez que ce soit la même chose pour le secteur privé de la santé qui, lui, reste bloqué pendant 20 ans? Je pense qu'il faut quand même... féliciter ce secteur de la santé qui fait preuve vraiment de niveau de citoyenneté. Si, un grand sens du sacrifice sur lequel nous allons rebondir tout à l'heure, et surtout par rapport aux chiffres que vous venez d'évoquer tout à l'heure, 70% des pratiquants ne sont pas officiels, ils travaillent dans l'illégalité. Alors, Président Marius Komoé, vous déjà, comment vous appréciez cette situation-là? Mais avec la peur au ventre. Et la plupart de tous les téléspectateurs qui nous suivent ici sont ahuris d'entendre cela. Mais cela est dû simplement à l'incompétence, que dis-je, à une volonté non affichée de l'État d'assainir le secteur.
que certains praticiens de la santé décident d'aller vers l'exercice de la fonction, la pratique de l'exercice de la fonction, je veux dire, de santé, dans le secteur privé. Mais l'État met des conditions. C'est parce que l'État est défaillant au niveau du public que l'État crée les conditions de libéralisation du secteur en permettant à des acteurs de s'installer pour continuer l'œuvre de satisfaction des besoins des populations en matière de santé. Mais si, par la même occasion, l'État libéralise et l'État ne se donne pas les moyens d'un suivi régulier de l'installation des acteurs, des praticiens qui vont vers des cliniques privées, eh bien nous constaterons tous ces démons. Comment pouvez-vous concevoir que sur 100 cliniques privées installées, parce que c'est ce que ça veut dire, sur 100 cliniques installées, il y a 70 qui ne sont pas légales. Dans l'illégalité. C'est inacceptable. Président Maurice Komoé, c'est des entonnoirs de la mort. Justement, nous allons revenir sur ce sujet-là. Mesdames et messieurs, c'est là que nous nous arrêtons pour cette première partie de l'émission. Et comme vous l'avez constaté, nous étions en train de parler des conditions de la hausse des prix au niveau de la santé dans les cliniques privées en Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la suite de l'émission. Merci de nous retrouver pour cette seconde partie du débrief sur les hausses des coûts des soins de santé dans les cliniques privées en Côte d'Ivoire. Nous sommes avec Dr Joseph Boguifo, président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Et avec nous aussi Marius Komoé, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Alors, dans cette seconde partie, nous allons parler du phénomène des cliniques clandestines. Vous venez de dire qu'il y a 70% d'officines qui agissent dans l'illégalité. Mais avant de poursuivre, nous allons suivre cet élément, la réaction des populations sur le phénomène des cliniques clandestines en Côte d'Ivoire. Je pense que si la population part vers ces cliniques-là, c'est parce que les hôpitaux sont chers. Voilà, les hôpitaux sont chers et puis du coup, quand ils vont là-bas, de un, ils mettent leur vie en danger. Dans ces infirmeries-là, vous n'avez pas le plateau technique requis pour traiter suffisamment les patients. Et puis, en général, pour ce que je sais, il n'y a même pas de médecins. Ce sont des infirmiers. Donc, moi, je ne trouve pas la nécessité d'aller dans ces infirmeries de quartier alors que j'ai la possibilité de me faire soigner dans une clinique. Comment l'État a pu permettre à ce que ces cliniques s'installent? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que l'État, pour moi, doit avoir un regard périphérique, doit avoir un regard inclusif pour voir un peu qui travaille et qui ne travaille pas, qui fait bien et qui ne fait pas bien son travail. Si vous avez un parent que les parents, comme on dit communément, le parent tombe dans les pommes, ben, vous n'y réfléchissez pas beaucoup. Hein. Quand vous jetez un coup d'œil, si c'est un centre de santé qui est plus proche, ben, vous y allez. Mais ils se sont réveillés tardivement. Ils se sont réveillés parce que le problème, il faut avoir une alternative. Quelle est l'alternative que l'État propose? Vous allez en guerre contre ces personnes. Quelle est l'alternative? C'est vrai, on nous parle de l'assurance, comment on appelle cette assurance-là? Universelle. Mais même quand on a l'assurance universelle, la population, par exemple, qui est reculée, qui n'a pas les moyens, par exemple, de venir dans les centres bien où le plateau technique est bien indiqué, mais ces personnes iront là-bas. Quelle est la solution alternative? C'est la solution alternative que l'État doit proposer d'abord, avant d'aller en guerre contre ces personnes. Alors, docteur Joseph Boguifo, vous venez de voir cet élément. Vous, comment vous pouvez dire, comment je peux le dire, comment les cliniques reçoivent leur agrément? Oui, il faut savoir. Mais il y a des tests. Hein. C'est le ministère de la Santé qui a les tests. D'accord? Il y a les tests pour d'abord exercer en qualité de médecin en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que je suis docteur en médecine que je peux exercer. Il faut que le Conseil de l'ordre me donne son autorisation. Il y a des tests pour ouvrir qu'on appelle ça une officine. Il y a des tests pour cela, etc. Donc les tests existent. Il faut simplement remplir toute la documentation, transmettre au ministère de la Santé qui va faire une analyse et puis ensuite aller sur le terrain, faire ce qu'ils appellent une visite de conformité, etc. avant de vous donner les premières autorisations.
D'accord. Mais M. Marius Komoé, déjà, en tant que population, quand vous arrivez vers ces cliniques-là, est-ce que le consommateur lambda, il peut déjà faire la différence? Ben, très clairement. Dans les cliniques qui n'ont pas d'autorisation, qui fonctionnent pêle-mêle en violation de toutes les règles de fonctionnement en la matière, ne disposent d'aucun plateau technique, le personnel n'est pas qualifié et ça peut se détecter tout de suite et maintenant, ne serait-ce même que par l'accueil. Et donc, pour des spécialistes comme nous, qui avons quand même en charge la défense des droits des usagers de santé, eh bien, nous faisons toujours l'expérience, que dis-je, l'expertise d'aller sur le terrain, de vérifier ces différentes cliniques qui s'installent à tout bout de champ sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement dans les grandes métropoles de la Côte d'Ivoire et dans le district d'Abidjan, parce que là, tout est concentré dans le district d'Abidjan. Et je pense que l'étude, pour ne pas dire l'enquête réalisée par les partenaires techniques et financiers qui a attesté de ce que nous avons 70% de nos cliniques privées qui ne sont pas installées conformément aux règles établies par l'Organisation mondiale de la santé en la matière et plus particulièrement par l'État de Côte d'Ivoire, est d'autant plus important à souligner que l'État a un rôle prépondérant, encore une fois, à jouer pour assainir le secteur. Parce qu'il est inadmissible que des jeunes Ivoiriens aient fait de grandes études de médecine qui, au final, se soldent par des doctorats, décident de s'installer en tant que médecin privé, payent tout ce qui va avec, en allant justement emprunter avec des banques, aient un plateau technique digne de foi, recrutent du personnel qualifié, payent leurs impôts, en tout cas, en un mot, assument leurs charges en tant que tels. Après donc qu'ils aient eu non seulement l'agrément de l'État, mais surtout qu'ils aient la caution de l'ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, s'installent pour qu'à leur côté adviennent d'autres qui n'ont aucune compétence en la matière, aucune formation en médecine, encore moins en pharmacie, viennent à s'installer et se font appeler docteurs, s'attribuent la qualité de docteur. Mais un docteur, c'est quelqu'un qui a fait des années d'études en médecine, attesté par un doctorat. Et justement, vous, en tant que consommateur, responsable des consommateurs, quand vous voyez ce genre d'officine, ce genre d'institution, d'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sensibilisez déjà les consommateurs à éviter ces cliniques clandestines-là? Et quand vous les repérez, est-ce que vous faites remonter l'information pour que des sanctions, des mesures soient prises? Vous avez tout de suite compris, dans le micro-trottoir, la plupart des citoyens, des usagers de santé interrogés, vous ont dit qu'ils préfèrent éviter de facto ces cliniques de la mort, comme nous les appelons, dans la mesure où un citoyen mal informé est lui-même un danger pour l'exercice même de l'État, de la société, pour le fonctionnement de la société. Il est donc clair en tant qu'organisation de consommateurs que nous portons la bonne information aux usagers. Et c'est ce à quoi nous nous attelons, puisque notre rôle est d'informer, d'éduquer et de sensibiliser le consommateur. Mais au-delà du consommateur, nous avons également le rôle d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'agir pour extirper d'un secteur d'activité ceux qui n'ont rien à y faire. En la matière, l'État de Côte d'Ivoire ne joue pas véritablement son rôle, ne joue pas réellement le rôle que l'on attend, non seulement que les usagers de santé attendent, c'est-à-dire nous autres qui défendons leurs intérêts, mais surtout les acteurs du secteur, parce que c'est de la concurrence tout de même déloyale. Et ça aussi, il faut le lever parce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui interdit donc la concurrence déloyale avec une institution mise en place. Que fait cette institution? Nous n'avons pas, justement, comme l'a dit le président des cliniques privées de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas, à nous substituer au pouvoir de l'État, à nous substituer aux instances de l'État ayant en charge d'aller traquer justement ces cliniques de la mort. Il revient donc au ministère de la Santé, à travers ses démembrements, à travers ses directions, ses départements qui ont en charge de faire ce travail. D'ailleurs, une police sanitaire a été mise en place pour traquer justement tous ces brebis galeuses du monde de la santé. Mais on constate malheureusement que plus de 70%
de nos cliniques privées sont détenues par des gens qui n'ont jamais exercé dans le secteur de la médecine. Donc il y a nécessité d'agir pour extirper les brebis égarées de la qualité ou bien de ce système de santé-là. Mais vous, à votre niveau, docteur Bogifo, comment vous arrivez à gérer cela, les 70% qui travaillent dans l'illégalité? Comment vous travaillez en collaboration avec l'État? Vous partez de vos propres moyens. Comment vous sensibilisez ceux qui ne sont pas encore dans la légalité et quels moyens de répression vous avez? Je voulais d'abord remercier M. Marius Komoué parce qu'il a déjà fait mon combat, rien qu'à l'écouter. Vous savez, en dehors de tout ça, des investissements et tout ça, il s'agit quand même de la santé des individus. Nous n'avons pas de vie. Hein. Ah non, du tout. Lorsque je vous ai fait une opération bidon, que je vous ai enlevé un organe, je vous l'ai enlevé. Il y a des lois pour poser des actes chirurgicaux. Si je pense qu'il s'agit d'ouvrir un ventre, d'aller se balader dedans, mais lorsque j'en sors, il y a la mort au bout. Lorsque je n'ai pas l'expertise, la compétence requise. La santé est trop sérieuse pour qu'on puisse s'amuser avec. Et nous ne pouvons pas l'accepter que les gens s'amusent avec. C'est pour ça que nous avons fait l'étude par l'Union européenne. Les rapports sont clairs, les rapports sont là. D'accord? 2, nous avons nous-mêmes pris notre bâton de pèlerin pour accompagner la police sanitaire sur le terrain. Vous comprenez? Nous avons fait nous-mêmes une étude, mis en place une commission que nous appelons la commission vigilance, pour essayer de travailler pour nous sur le terrain. Cette commission a tout un rapport qui a été déposé au niveau du ministère de la Santé. Comme je vous ai dit, nous n'avons pas de pouvoir de police. Nous ne pouvons que appuyer nos dénonciations par des enquêtes, des trucs concrets sur le terrain. Ensuite, nous avons discuté avec l'État à l'époque, juste au plus haut niveau de l'État. Nous avons discuté pour faire comprendre le danger que représentent ces problèmes, le danger que représente justement cette anarchie dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, le phénomène est devenu tellement grave. Pas forcément... C'est vrai que l'État a une grande partie de responsabilité dedans, mais il y a aussi le fait, malheureusement, nous avons connu des moments difficiles, donc notre guerre qui a favorisé aussi que beaucoup de choses s'installent, qu'il y ait des plateaux qui soient détruits, ce qui fait qu'il y a tout un travail à faire derrière. Mais nous avons demandé que le phénomène est tellement important que nous avons suggéré 2 choses. Soit la mise en place d'une commission interministérielle qui se pencherait sérieusement sur ce problème. Parce qu'il faut trouver une solution et dans les meilleurs délais et le plus rapidement possible pour la crédibilité de notre pays, pour son image à travers le monde entier. La commission interministérielle comprendrait le ministère de la Santé, bien sûr, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, et tout ça. Parce que nous avons fait des enquêtes, nous avons amené des gens à l'extérieur du pays. Il y a des zones où nous avons identifié 300 structures de santé, dont 6 seulement étaient légalement constituées. Je ne sais pas si vous voyez, pour nous c'est un drame national. Effectivement. Et à côté de cela, nous avons proposé aussi qu'on mette en place une autorité chargée de la régulation du secteur privé de la santé. Il faut qu'il y ait une politique dans le contexte actuel, devant les réalités que rencontre ce secteur et devant le rôle qu'il est appelé au jour aujourd'hui. Parce que toutes les défaillances, les grandes défaillances sont dans le secteur public est palliée en grande partie par le secteur privé. Vous qui êtes malade, vous n'irez jamais dans le secteur public pour vous faire soigner. Je suis prêt même à m'occuper. Pourquoi? C'est ça la réalité. Et nous sommes amenés à supporter toute la charge, tout le poids, sans être accompagnés, d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Alors, pour nous, au jour d'aujourd'hui, il faut que... Ou alors on fait carrément une analyse diagnostique, une étude diagnostique de la situation, et on voit les décisions à prendre. Mais nous avons fait la nôtre, notre étude à nous. Nous avons sorti nos propositions. Soit on met en place une commission interministérielle, mais urgente, pour traiter ce problème en profondeur, soit on met en place une autorité. Et quel retour vous avez de l'État sur ces propositions? Public, une autorisation de réguler, je sais pas, les marchés d'éthique. On peut mettre en place une autorité pour réguler justement, rapidement, le secteur privé de la santé dans notre pays. Et quelle réponse vous avez de l'État sur ce point-là? Est-ce que vous pensez que vos doléances ont été entendues, elles sont en bonne voie? Je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus rassurés. Nous sommes un peu plus rassurés parce qu'on sent de plus en plus la détermination de l'État d'accompagner justement le secteur privé, la détermination de l'État de poser des actes dans ce sens. Mais je dis que la charge est tellement lourde que je ne pense pas que le ministère de la Santé, si on ne lui donne pas les moyens
requis. Je dis bien tous les moyens requis qui puissent résoudre ce problème-là dans les meilleurs délais. Et malheureusement, c'est des drames que nous vivons. C'est pour ça que je vous dis que le secteur privé de la santé, c'est-à-dire les acteurs que nous sommes, les cliniques privées ne peuvent pas être seuls à supporter toute la charge. Nous sommes, au jour d'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, vous savez quelles sont les seules entreprises qui ont travaillé dans ce pays? Vous savez? C'était les cliniques privées de Côte d'Ivoire. Elles ont ouvert. Les femmes en grossesse pour qu'elles puissent accoucher. Les malades pour qu'ils continuent de se faire soigner. Les opérer, comme on fait pour les suivre. Toutes les cliniques ont ouvert. La plupart des cliniques. Mais les gens qui se sont soignés là, qui a remboursé les frais? Qui? Lorsque vous prenez une balle que vous allez dans une clinique, vous avez des médecins qui ont abandonné leur famille, qui ont dormi dans des cliniques, qui ont soigné qu'on appelle ça, des blessés par balle, etc. Mais qui a payé ces soins-là? Pour vous dire simplement que ce secteur fait que des sacrifices. Bon sang, il faut qu'aujourd'hui, tout le monde prenne conscience de ça. Et qu'on arrête parfois facilement d'indexer ces temps en disant « ouais, ils ont de l'argent ». Non, nous sommes en train de fermer. Pour nous, aujourd'hui, c'est une question de survie, pas plus que ça. En plus, vous nous dites, vous avez 70% des structures qui sont illégales. Mais pour nous, c'est encore notre gros problème. Parce que moi, je paye des charges. J'ai quelqu'un qui n'a aucune compétence, qui n'est même pas médecin. C'est très simple. Dans notre pays, tout le monde s'appelle docteur. Avec la complicité même, parfois même de nos médias. Moi, je vois des gens qui font... Vous savez, chez nous, la publicité est interdite. Mais on voit des publicités passer à la télévision. Justement, je vais vous arrêter juste 15 secondes sur ce point-là. Est-ce que dans votre combat, vous êtes soutenu par l'ordre des médecins? C'est vrai qu'on parle du privé, mais l'ordre des médecins, qu'est-ce qu'ils font pour vous accompagner concrètement? Nous avons heureusement l'ordre des médecins qui est une institution qui est hautement responsable. L'ordre, je vous ai dit que dès 1998, l'ordre déjà avait fait la première analyse des dossiers, il avait déjà validé. L'ordre a écrit. Là, en 2018, l'ordre a encore écrit au ministère pour dire nous donnons l'autorisation au secteur privé d'appliquer les barèmes. Enfin. Mais comme on dit que ce soit l'ordre n'a pas non plus de pouvoir de police. Hein. Nous ne pouvons tous que dénoncer et de regarder les choses se faire, malheureusement. Vous voyez. Mais lorsqu'il y a les conséquences, il faut que tout le monde l'assume à son niveau. D'accord, on parle des cliniques clandestines, mais aussi à côté, ça fait un peu ressortir le phénomène des faux médicaments. Des faux médicaments, les cliniques clandestines, tout ça se rapporte un peu au niveau de vie, quand même, du niveau du portefeuille du citoyen lambda. Est-ce que vous pensez que... Oui. Non, je vous laisse terminer. Est-ce que vous pensez que, tout à l'heure, on parlait des mesures que l'État doit mettre en œuvre pour soutenir, pour mettre les conditions en place? Est-ce que là, l'État, une fois de plus, n'est pas défaillant sur ce point-là? Bon, défaillant, on peut le dire comme ça, mais nous disons tout simplement qu'il y a un laisser-aller. En effet, je l'ai dit d'entrée de jeu, lorsque vous décidez de libéraliser un secteur aussi important comme celui de la santé, on ne peut se permettre de laisser n'importe qui s'y installer. Si on a laissé des individus qui n'ont pas de formation requise, qui n'ont pas de formation académique, venir s'implanter dans un secteur aussi sensible comme celui de la santé, où l'on traite directement le corps humain, et cela n'émeut personne, au point même que des partenaires techniques et financiers viennent faire des enquêtes, des études qui attestent que plus de 70% de nos cliniques privées sont installés dans l'illégalité totale. Cela n'émeut personne. Pourtant, dans le cabinet ministériel, comme celui du commerce, que dis-je? Parce que c'est ma tutelle. Non, pour parler plutôt du ministère de la Santé, vous avez l'inspection générale du ministère de la Santé, qui est une structure de contrôle. Vous avez une direction de la police sanitaire, qui est une structure de contrôle et de répression. Vous avez une direction générale de la santé. Et j'en passe. Et toutes ces structures, quel est leur rôle sur le terrain pour nous extirper justement toutes ces cliniques privées indésirables pour nous? Parce qu'en fait, c'est des structures indésirables. Une pathologie maltraitée par quelqu'un qui n'a pas la compétence, mais entraînera, à n'en point douter, des complications, pour ne pas dire la mort du patient. Au moment où le vrai médecin se rendra compte de ce que la pathologie a été maltraitée, parce que l'usager, quand il viendra vers le vrai patient qui a fait la formation requise, ne dira pas réellement qu'il est passé par une clinique
qui n'en avait même pas, qui ressemble même pas à une clinique. Il dira tout simplement qu'il est resté à la maison, il cachera qu'il a été déjà dans une clinique maltraité. Vous parlez des médicaments. Mais ça, c'est un phénomène, je pourrais dire, régional. C'est une réalité dans toute la sous-région en Afrique. Et surtout en Afrique de l'Ouest. C'est une réalité dans toute la sous-région, mais on vient de voir récemment que le gouvernement a quand même mis en place une autorité de régulation. Non, j'arrive. N'oubliez pas que je suis moi-même membre du Conseil national de la nouvelle pharmacie de la santé publique, qui est la centrale d'achat des médicaments de l'État. Justement. Pourquoi nous sommes allés vers une centrale d'achat? Nous étions avec la pharmacie de la santé publique, tout simplement, qui était en fait l'organe qui est habilité à pourvoyer, à approvisionner les centres de santé publique de médicaments. Ça n'approvisionne pas ces structures, les cliniques privées, non. Les cliniques privées prennent leurs médicaments avec des grossistes, des répartiteurs. Ça, c'est libre cours. C'est des débats, c'est des discussions, c'est des contrats. Mais au niveau de l'État, les centres de santé publique sont approvisionnés uniquement et principalement par la nouvelle pharmacie de la santé publique. Donc, je suis membre du conseil d'administration. Maintenant, dans la lutte pour l'extirpation de la présence des médicaments vendus dans la rue, mais nous avons mis en place une autre structure, qui est le COTRAMED, qui est un comité qui regroupe tous les acteurs du monde de la santé pour naturellement traquer là où on découvrira qu'il y a effectivement un nid de propension, de présence des médicaments de la rue. Mais cette structure a fait ce qu'elle pouvait, mais par manque de moyens, elle est tombée en léthargie. Alors revenons-en aux cliniques privées. Au niveau des cliniques privées, une clinique clandestine, l'opérateur, le promoteur de cette clinique-là, à quelles sanctions il doit s'attendre si jamais il est démasqué? Il faut d'abord aussi préciser quand même qu'au niveau des cliniques clandestines, on a mis, il y a aussi une partie quand même de responsabilité de l'État dans la mesure où, depuis 2007, on ne sait pas pourquoi, l'État a arrêté aussi de donner des autorisations d'installation clinique. Quelle que soit la clinique, officiellement, il n'y a pas d'agrément depuis 2007. Là, ils sont en train de voir comment lever ce problème. Mais ce qui fait que vous avez aussi des médecins compétents, qui ont toute l'expertise requise, qui ont fait des démarches auprès des banques, qui sont installés, mais qui n'ont pas leur autorisation conforme. Voilà, il y a aussi ça, ce problème. Et à côté de ça, vous avez maintenant toutes les structures totalement irrégulières. Nous avons constaté que vous avez parfois des aides soignantes. Vous savez ce que c'est qu'une aide soignante? Absolument. Qui ont des cliniques. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont tellement révoltantes qu'il vaut mieux ne pas les sortir ici. Vous voyez? Alors, ça, c'est, comment on appelle ça? Ça, c'est le constat qui est fait sur le terrain. Alors, devant ce gros problème, parce que pour nous, je veux dire que c'est le problème des structures illégales. Je ne sais pas, mais quand on en parle, quelque part, on a mal. Vous comprenez? On a mal, parce que on ne comprend pas, et on comprend avec... Bon, quelque part, on dit on ne comprend pas. Oui, comme disait M. Marius, il y a quand même... Il faut mettre les moyens. Voilà, on n'en pas plus loin. Il faut prendre les mesures qui s'imposent. Il faut y mettre sérieusement les moyens. Ils ont mis en place le COTRAMED. Pas de moyens, ils ont dû arrêter. Non, le COTRAMED ne fonctionne plus. Fonctionne quand je dis, voilà, ils ont dû arrêter. Donc, il faut vraiment avoir la vision qu'on veut, mettre réellement les moyens, évaluer les résultats, faire des contrôles, sanctionner ceux qui ne vont pas. Tout simplement. Et nous sommes sûrs qu'on arrivera à mettre de l'ordre dans les... Mais sinon, vous savez, on est en train de vivre quelque chose en 2019. Mais je vous le dis, ce n'est pas le coût réel des actes de prestation qui vont être appliqués en 2019. C'est juste un tremplin de 2018, des coûts qui sont dépassés, qui n'ont même plus de raison d'être. C'est tout vous dire. Mais simplement, nous le mettons en place pour que pendant une année, tous les acteurs s'asseyent autour d'une table et qu'on commence déjà à discuter pour parler de 2020, où nous allons être obligés d'appliquer les vrais coûts. Après 2019. Oui, mais il ne faut pas non plus que là, depuis janvier 2019, plus de dialogue, plus de discussion, rien du tout. Et quand on va arriver en 2020 et qu'on va dire, bon, voilà maintenant les tout réels, parce que nous allons continuer de travailler sur le terrain, que cela pose un problème. D'accord. Rapidement, le débat va se poursuivre, mais rapidement, si vous avez un mot de fin en 30 secondes, que retenir
de cette hausse des coûts des soins de santé et quel impact sur nos populations? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que d'abord, il est important que tout le monde comprenne qu'il y a des acteurs, que chacun doit jouer son rôle. Il est important que l'on comprenne aujourd'hui, prenne conscience du sacrifice que fait le secteur privé tout seul de la santé pendant des années. Il est important aujourd'hui que nous prenions suffisamment conscience que la santé est trop sérieuse pour qu'on puisse la prendre avec légèreté, que tous les acteurs jouent leur rôle. Et je ne peux m'empêcher aujourd'hui de regarder dans la direction de l'État pour demander à l'État d'accompagner véritablement ce secteur, pour lui permettre de répondre aux attentes qu'on attend dans son rôle d'appui de l'État dans sa mission de service public. Il faut que l'État accompagne ce secteur. Comme on accompagne d'autres secteurs, hein? L'État accompagne d'autres secteurs. L'État vous accompagnera, on l'espère bien, et c'est notre vœu le plus cher. Dans l'intérêt des malades. C'est votre vœu le plus cher et c'est aussi notre vœu le plus cher. Alors, Marius Komoué, vous, en tant que consommateur, population, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin? Appeler l'État à plus de responsabilités. Appeler les décideurs d'honorer leurs engagements pris vis-à-vis des usagers des services publics lors des campagnes électorales. On nous propose monts et merveilles, advenus au pouvoir, il faut pouvoir mettre en œuvre tout ce qui nous a été promis. Il n'y a que cela qui pourrait naturellement déterminer notre soutien à l'action politique et à la vision de nos hommes politiques. Au demeurant, nous appelons donc nos frères et nos sœurs du secteur privé et plus particulièrement de la médecine privée de penser aux populations, de savoir que la situation à tous les niveaux est délétère. Merci. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de la hausse des coûts des soins de santé dans nos cliniques privées. Nous étions avec Dr Joseph Boguifo, président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, et Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs, les cliniques clandestines. Comment repartir les capacités de l'État pour résorber ce problème? Le débat se poursuit chez vous. Le débrief, c'était aujourd'hui la hausse des coûts des soins de santé en Côte d'Ivoire. Merci.